Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc nous allons aborder le cas de l'interaction d'un champ quantifié avec un champ classique. Cela nous permettra d'introduire toute une série de notions importantes, d'étudier toute une série de cas qui nous seront utiles par la suite, lorsqu'on abordera des choses un peu plus compliquées. Alors, il s'agit ici du problème de l'interaction d'un champ électromagnétique quantifié avec une source classique. Donc, du problème de l'émission et de l'absorption de photons par un courant conservé, J mu, donc D mu J mu, égale 0. Alors, l'action du champ électromagnétique, dans ce cas-là, c'est I égale moins l'intégrale d4x de 1 quart F mu nu fois F mu nu plus J mu A mu, le terme d'interaction. Cette action donne l'équation du mouvement d mu F mu nu égale le d'Alembertien de A nu moins d nu de dA égale J mu nu. Si on tente de quantifier cette action sur Lagrangien, on a le même souci que dans le cas du champ électromagnétique libre, avec l'annulation du moment conjugué de A0. Et donc, on fait la même chose avec l'ajout d'un terme, une métrique indéfinie, etc. C'est-à-dire qu'on rajoute le terme moins 1,5 intégrale de d4x dA carré. Terme qui devient qui se dissipe à la fin quand on impose la jauge de Lorentz à travers la méthode que nous avons vue et sélection des états transverses physiques. L'équation du mouvement a même la gentillesse de se simplifier puisqu'elle devient simplement d'Alembertien de A mu égale J mu. Les règles de commutation sont les mêmes, forcément les mêmes que celles que nous avons vues. A mu de x, A mu dot de y est égal à moins G mu nu delta x moins y, à temps égal t pour les deux. On a donc les mêmes règles de commutation, et donc on peut supposer qu'on a le même espace de Fock pour les photons. Et donc il doit exister une transformation canonique entre les champs libres et les champs en interaction. En mécanique quantique habituelle, avec un nombre fini de degrés de liberté, c'est vrai, et il n'y a pas de problème. Mais ici, il y a un nombre infini de degrés de liberté, et cela peut poser des soucis. Donc, voyons ça sur un modèle très simple. Considérons un système de grand N spin 1,5, qui peut par exemple porter un moment magnétique, un modèle par exemple de matériaux magnétiques, spins qui sont disposés sur un réseau cubique. Les observables sont les 3 N opérateurs, sigma 1N, sigma 2N et sigma 3N, petit n étant l'indice. Les états sont des combinaisons linéaires de vecteurs propres de sigma 3, par exemple, qu'on peut noter dans le style plus ou moins, bien sûr, pour les différents états propres. Donc, on les classe par l'orientation verticale du spin et on obtient un état complet par superposition linéaire.
ces états sont générés par l'action de sigma sur l'état de base plus qu'on peut noter 0, un peu l'équivalent de l'état du vide. On prend ici pour état de base. Considérons maintenant une rotation. Dans ce cas-là, après une rotation, les opérateurs de spin deviennent taux 1 de n est égal à sigma 1 de n fois cosinus θ moins, donc on fait une rotation dans le plan 1,3, moins sigma 3 fois sinus θ. Sigma 2, taux 2 reste égal à sigma 2, et taux 3 de n est égal à sigma 1 fois sinus θ, moins, donc c'est plus, moins sigma 3 cosinus θ. Et donc, on en tire la relation entre les opérateurs de manière générale, taux alpha de n égale exponentielle, ce qui peut se vérifier facilement, moins i θ demi, fois la somme sur P des sigma P des sigma alpha de P fois sigma alpha de n fois exponentielle plus le même terme qu'ici. Et donc on a une transformation unitaire qui passe des opérateurs sigma aux opérateurs tau pour une rotation des axes. Le nouvel état de base, qu'on peut noter θ, en fonction de l'angle, est exponentielle, moins i, etc., la même chose que ci-dessus, fois 0. Et on calcule facilement le produit scalaire entre les états d'origine et transformée. Par exemple, 0 θ est égal à cosinus θ demi exposant grand N. Supposons maintenant que nous voulons passer à un nombre infini de degrés de liberté, comme dans le cas du champ électromagnétique. Donc, on fait tendre grand N vers l'infini. Et on a la même situation, un état de base 0, c'est-à-dire plus, une infinité ici, et sigma agit sur ces états, et on fait des combinaisons linéaires, on a l'espace de Hilbert. On prend la complétude de Cauchy pour avoir un espace complet, et voilà. On fait une rotation, on passe de sigma à tau, et un état de base θ. La même chose. Cherchons donc maintenant la transformation unitaire, telle que θ est égal à U fois 0 et tau alpha n égale U sigma alpha n U croix. Eh bien là, on a une mauvaise surprise. Cet opérateur n'existe pas. Par exemple, tous les produits scalaires entre un état initial et un état transformé s'annulent, tend vers 0 quand grand N tend vers l'infini. Par exemple, le produit scalaire entre les deux états de base, quand θ demi est inférieur à 1, et exposant n qui tend vers l'infini, ça tend vers 0. Donc, il n'y a pas de transformation unitaire dans le cas d'une infinité de degrés de liberté. Donc, même avec des observables physiquement équivalents, on a fait que
tourner les axes. On n'a pas changé le système. Les observables sont physiquement équivalents. Ils obéissent à la même algèbre pour les relations de commutation, mais ils ne sont pas nécessairement équivalents du point de vue unitaire. C'est une difficulté. Et il faut garder ça à l'esprit quand on traite de systèmes avec une infinité de degrés de liberté, comme pour AMU, le champ électromagnétique. Notons que ça a un sens, puisque le premier cas décrit un espace de Fock pour des champs libres, et l'autre, un champ en interaction. Physiquement, il doit y avoir une différence. Le fait qu'il n'y ait pas de transformation unitaire est plutôt rassurant, sinon on retrouverait le champ libre. Voilà, donc cet avertissement, cette difficulté qu'il faut toujours avoir en tête. Et dans la suite, dans la prochaine vidéo, nous reviendrons au champ électromagnétique et nous continuerons notre analyse. Je vous remercie.